pense qu'encore une fois, tout vient du jeu vidéo. À partir de mes 17-18 ans, j'ai vraiment commencé à me dire putain, ça a l'air trop bien. Même avant ça, j'étais en mode, mais t'en as rien à foutre, j'étais en mode, laissez-moi sur Minecraft. Get out of my room. Friendzone, ouais. Moi je déteste ce mot, genre on s'est daté quelques fois et on a décidé de plus se dater du tout. Et il y avait un peu ce truc de moi j'étais pas mal frustré de pas pouvoir juste être ami avec cette personne. La relation telle qu'elle est, avec sa subtilité, est belle sans forcément que ça en devienne une relation intime. Bah les gens ils sont en mode, non, on veut ching, c'est quoi? Bienvenue dans ce deuxième épisode des Clochards Célestes, le podcast qui mêle santé mentale et les œuvres d'art que l'on aime regarder. Dans ce deuxième épisode, je suis accompagné de Michael, un ami de longue date qui habite à Paris. Et vu qu'il est à Paris et que moi je suis à Lyon, le podcast a été enregistré un petit peu à la hâte, au réveil, vraiment dès le réveil le matin. Malheureusement, il y a certaines choses habituelles que j'ai envie d'avoir que j'ai pas pu faire dans cet épisode, comme par exemple la fameuse question « Quel est ton clochard céleste ?» Quelle est l'œuvre d'art que tu aimes regarder dans tes moments de down? Mais c'est pas grave, même si on n'a pas eu beaucoup de temps, le podcast reste quand même ultra intéressant avec le thème de l'amour-rupture. Un thème que je me suis rendu compte est beaucoup trop vaste pour un seul podcast. Et ben, j'ai plus grand chose à dire, donc bonne écoute. L'intro. Ouais. C'est l'intro. Ouais. Putain, j'aime pas faire les intros. C'est pour ça que je l'avais fait en post. Ah ouais, t'es pas un mec des intros? Je suis pas trop un mec des intros. Non, ça sera l'intro du coup. Ok. C'est parce que j'ai vraiment la flamme de faire une intro. Ah, tu dis pas ouais, c'est Alexis. Merci d'écouter mon podcast. Mais si, justement, mais je l'ai fait en post, genre. Ok. Non, mais début de ce podcast, du coup, avec le thème amour-rupture. Sacré thème. J'avoue, sacré thème, on a 1 heure. C'est un thème genre de toute une vie. Et du coup, c'est toi qui as choisi le sujet. Ouais. Enfin, je t'ai envoyé une liste, et c'est ce sujet-là avec un autre qui t'a interpellé. Ouais, je sais plus c'est quoi l'autre. C'était nos psychologues. Ah oui, c'était intéressant. Mais voilà, du coup, le thème de l'amour-rupture, pourquoi ce thème-là en particulier pourquoi ce choix-là en particulier? Moi, je trouve que c'est... Je sais pas, ça me parle beaucoup. Moi, cette année, d'ailleurs, j'ai vécu une très très grosse rupture. Et du coup, je suis en plein dedans. Genre, je pense beaucoup à ça, j'échange beaucoup autour de ces sujets-là, des relations, même des ruptures amicales aussi. C'est hyper important, on n'en parle pas assez. Du coup, ouais, c'est carrément dans mon actu, en fait. Ouais, parce que toi, en plus, combien de temps que t'étais avec ton ex? On a été ensemble pendant 7 ans. Et ensuite, on s'est séparés il y a quelques mois. D'accord. Et même avant ça, en fait, t'avais connu un peu, t'avais un peu eu l'impression d'avoir découvert l'amour sous d'autres formes, en quelque sorte, ou c'est vraiment via elle, un peu, que t'as eu l'impression de... Je pense que, on va dire, le côté relation longue et le côté tu grandis avec quelqu'un, t'évolues avec quelqu'un qui va être, certes, ton partenaire de vie, mais c'est vraiment aussi, pour moi, c'était un partenaire créatif, tu vois, il y avait une vraie complicité intellectuelle et créative. Du coup, ouais, la rupture, en fait, tu te sépares aussi de ton copain-copine, mais tu te sépares de beaucoup d'autres choses par la même occasion, quoi, en fait. Ouais, tout l'habitude de vie ou genre de choses, ouais. J'imagine, toute la routine. Il y a un peu de ça aussi, ouais. Okay. Et du coup, qui est un truc, genre, un profil, genre, je pense, giga différent de toi, niveau relation et amour, en vrai. Comment ça? Moi, c'est un peu tout l'inverse, où genre, j'ai jamais eu de relation longue, etc., et que ça a toujours été des relations très très courtes, et aussi depuis très récemment, quoi. C'est que vraiment depuis, je pense, depuis 5 ans à peu près, que vraiment, en gros, les relations, l'amour en général, j'ai commencé à avoir un intérêt envers ça, quoi. Avant, j'étais trop un geek, avant, j'étais en mode, geek sa mère, je suis sur mon PC, quoi. Mais tu te disais pas, ouais, ça a l'air trop bien. Si, forcément, t'as le truc. En fait, surtout, vu que tu connais pas, tu idéalises beaucoup la chose, vu que tu connais pas énormément, t'idéalises. Mais en vrai, même sans ça, je pense que, tu vois, il y a eu, genre, à mon avis,
à partir de mes 17-18 ans, j'ai vraiment commencé à me dire putain, ça a l'air trop bien. Même avant ça, j'étais en mode rien à foutre, j'étais en mode laissez-moi sur Minecraft, get out of my room. Et ouais, du coup, c'est vrai que tu sais, le côté une rupture où tu as vraiment besoin de te reforger après, mais rien que sur tes habitudes de vie, c'est un truc que j'ai jamais connu, quoi. Le truc de te reforger, forcément. Je pense à chaque rupture qui te touche un minimum, tu te reforges un petit peu. Mais le truc de devoir genre reforger tes habitudes de vie et tout, ça je pense c'est un tout autre bail. Ben oui, il y a ça, tu reconstruis des habitudes de vie, tu te reconstruis seul aussi, tu vois. C'est ça qui est assez effrayant. En même temps, c'est hyper stimulant, c'est que t'as ce côté de... En fait, maintenant je suis tout seul dans les décisions que je prends, il y a beaucoup ça qui m'effraie pas mal. Par exemple, là j'ai fini les études et j'ai pas ce truc de je peux échanger avec la personne avec qui je suis la plus proche de mes choix, de ce que je vais faire. Par exemple, des fameuses collabs, tu vois, que je fais avec les gens, etc. Du coup, il y a un peu ce truc, je suis le seul maître de mon navire. Et en même temps, bah du coup, c'est hyper stimulant parce que tu te dis, en fait, je teste plein de trucs et je suis tout seul. Ouais, t'as pas besoin de faire des concessions sur certains trucs. Parce qu'après, le truc de avoir des confidents, je pense que c'est assez bizarre comme quoi, genre, la personne avec qui t'entretiens une relation, du coup, intime devient un peu ta confidente. Ouais. Parce qu'en vrai, genre, rien que, tu sais, des parents, ça peut être genre des très bons confidents. C'est souvent tes premiers confidents, tes parents, un petit peu, je pense, dans la vie. Premier coloc et premier confident. C'est vrai, au final, en fait, c'est un peu l'introduction on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Le vivre avec ses parents, c'est une colocation, en fait. Ouais. Je viens de penser à un truc, c'est vrai que j'ai même pas... On ne s'est même pas introduit un minimum, quoi. Parce que moi, du coup, forcément, les gens vont peut-être me connaître. Ouais. Encore que, non, forcément, parce qu'il y a peut-être des gens de ta sphère qui vont se ramener sur le podcast. Ouais, je pense qu'il faut que tu te représentes. Je me représente aux élections. Tu veux du café ou pas? Il en reste un peu. Bien, s'il en reste. Ouais. Du coup, moi, je suis Alexis. Merci. Alexis. J'ai la flemme de me présenter de façon stylée. Créateur de contenu. Ouais. Créateur tout court. Et on se connaît via l'époque de la piraterie, qui était une de notre communauté. Et du coup, communauté de créateurs, de juste gens qui aimaient hangout, en quelque sorte, un petit peu. Jouer aux jeux vidéo. Et on s'est rencontrés du coup in real life. J'étais pas encore majeur. Je crois, peut-être j'avais 17 ans et peut-être t'en avais 18. Ah, dans ce cas, c'était vers 2017. 17. Ouais. Si tôt. Et voilà. Et depuis, on a toujours gardé contact. Oui. Malgré le fait que la piraterie ait eu un déclin. Ouais. Enfin, est-ce qu'on peut considérer qu'elle est morte? Elle est jamais finie. C'est toujours dans nos cœurs. Hein. Elle est toujours dans nos cœurs. C'est un truc qui continue, moi, de résonner en moi pas mal, justement, parce que c'était un groupe, quand même, qui était fédéré autour de... on disait de valeurs, tu vois, des gens qui partagent des trucs, il y a un échange et un partage d'expérience et de savoir-faire au sein de la piraterie où t'avais des gens qui faisaient du montage et qui expliquaient, etc. Des gens qui faisaient de la photo, enfin de l'image, des jeux vidéo, et puis t'avais un échange comme ça. Rien que sur l'échange de trucs cons, mais vu que c'était la piraterie, il y avait notre seule vraie valeur unique, c'était un petit peu fuck les trucs payants, genre bonjour c'est ça, fuck les DRM et vive les alternatives gratuites. Et c'est vrai que rien que sur le fait le partage des liens intéressants, de comment aussi craquer un jeu, parce qu'en vrai quand t'es pas habitué c'est pas forcément facile. Rien que sur ça, c'est vrai qu'il y avait un vrai truc de partage, un petit peu de connaissances, quoi. Et la débrouillardise aussi beaucoup. Moi, je pense que c'est grâce à la piraterie qu'après je suis devenu carrément un Linuxien, en fait, tu vois. Ah ouais? C'est une extension, en fait, de ça. Le côté fuck DRM, fuck les trucs payants. Ça m'a vraiment poussé vers la philosophie libriste. Voilà. Ouais, c'est vrai que moi, du coup, pour le coup, le montage... c'est vous qui m'avez appris, quoi. C'était une soirée la piraterie. C'est marrant ça, ouais. Une soirée la piraterie, vous m'avez appris le montage vidéo, et en vrai,
sans le montage vidéo, je pense que j'aurais pas tenté l'audiovisuel et je serais pas tombé un peu par hasard. Enfin, je pense que c'est à partir de ce truc-là, je me suis dit, ah, peut-être je peux trouver des passions à moi, genre qui sont cool, et peut-être que le travail, du coup, peut devenir un truc intéressant, quoi. Parce qu'avant ça, je suivais, enfin, j'étais en mécanique, quoi, genre, en gros, donc tu vois le rapport avec moi, avec la mécanique, pas trop, du coup. Donc, ça me fait penser, faut que je dise ce que je fais, du coup. Ah bah du coup, vas-y, ouais. là. Toi, je te laisse je m'appelle Michael, je suis... comment est-ce que je me définis ? Essentiellement, je suis modéliste, ça veut dire que, en gros, je fais des vêtements, c'est plus la partie technique, ingénierie du vêtement, pour faire simple. Et de manière plus générale, je suis créateur de mode, j'aime beaucoup le design de vêtements, mais aussi de tout ce qui touche plus généralement à la mode, comme les parfums. Et j'aime beaucoup l'art que j'ai découvert en fait grâce aux jeux vidéo. Ça c'est ça a été ton point d'accroche dans l'art. Ouais, c'est un peu un storytelling que je fais dans les entretiens quand on me demande. C'est que j'ai dit que ouais, en fait, j'ai joué aux jeux vidéo et tout, et je pense que c'est vraiment le côté game art, tu vois, qui m'a ouvert à l'histoire de l'art de manière plus générale, où je voyais les costumes des persos, je voyais les inspi visuels, tu vois, où des fois t'es dans un jeu et tu te dis ouais, mais en fait là tu sens que c'est un jeu où il y a beaucoup de références hyper intéressantes qui ont été utilisées, et toutes ces références là c'est des références que je suis allé trouver ensuite plus tard dans ma vie en étudiant l'histoire de l'art, en m'intéressant à l'art, etc. Est-ce qu'on en revient au sujet du coup ? Ouais, bah vas-y, j'ai une question, c'est toi, l'amour, quelle importance tu y accordes dans ta life ? Moi je pense qu'aujourd'hui c'est une des valeurs les plus importantes de ma vie, genre vraiment le fait d'aimer, le fait de désirer. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont drivées par ça en fait, dans ma vie, dans ma création, dans mes inspirations. Mais je pense qu'aujourd'hui j'ai ce côté, l'amour des personnes que je peux aimer, ou le désir que je peux ressentir, ça se confond aussi peut-être avec la passion que je peux avoir pour tel ou tel sujet. Parce que du coup, ouais, moi je me définis vraiment comme quelqu'un de très passionné par plein de choses. Et du coup, t'as un peu les deux qui peuvent s'entremêler de cette manière-là, quoi. Genre, toi, en gros, l'amour, tu l'utiliserais pour parler genre d'une nouvelle passion pour laquelle genre t'as un... Ça peut, ouais. ultra ouais, ça peut, par exemple. Et je sais que même de manière assez classique, l'amour et le désir aussi, c'est des choses qui sont hyper... qui sont un big sujet dans l'histoire de l'art. Et du coup, forcément, c'est des trucs qui m'inspirent beaucoup. Aussi, je dis souvent que je suis fasciné par la beauté. Si j'avais pas ça, je pense pas que je ferais du vêtement en fait. Je pense pas que je ferais ce métier de habiller les gens et les rendre beaux et les mettre en valeur. En tout cas, moi, c'est l'approche que j'ai du vêtement. Je sais qu'il y a plein de gens où c'est pas du tout leur approche. J'ai un peu du mal à capter genre le côté genre amour. Parce que c'est vrai que moi, la façon dont je vois l'amour, c'est comme c'est la façon traditionnelle de la chose, où vraiment en gros c'est plutôt les relations que t'entretiens avec les gens, que ce soit des relations intimes ou amicales un peu plus fortes que juste c'est un amical comme ça que tu croises de temps en temps, quoi. Et c'est vrai que j'ai pas trop... En fait, tu te dis pas c'est l'amour de manière pas forcément aimer quelqu'un, mais l'amour du jeu vidéo. ouais, je vois ce que tu veux dire, l'amour de... Ouais, je sais pas, pour moi vraiment j'associe vraiment l'amour à d'autres personnes, quoi, pas une passion, genre de choses. Et c'est pas une valeur générale pour toi. Alors c'est plus... T'aimes des gens, mais c'est pas l'amour en tant que valeur, comme des gens qui diraient moi ma valeur c'est le courage, ou etc. Non, ouais. C'est pas trop cette manière-là que j'utilise le mot, en tout cas, moi de mon côté, quoi. Ouais, du coup, toi, tu penses que du coup, avec ta définition en tout cas de l'amour, tu accordes énormément d'importance, quoi. Ouais, c'est vraiment une de mes valeurs en ce moment. Ta valeur principale. Comment ça se fait que tu penses que ça a changé justement je pense que le fait d'avoir une relation aussi longue, je me suis rendu compte que ouais, ça pouvait vraiment me driver dans beaucoup de choses, d'aimer quelqu'un ou d'aimer plusieurs personnes, parce que t'as l'amour en amitié aussi qui pour moi est une forme d'amour très très forte. Ouais. Et je pense qu'en fait il y a une espèce d'inversion bizarre qui s'est passée dans ma vie où à
à un moment donné, je crois qu'un peu pareil, j'ai ce parcours où j'ai été très seul, très solo avec les ordinateurs, avec les jeux vidéo, etc. Assez renfermé sur moi-même. Et ouais, j'avais jamais vraiment eu de relation en tant qu'adolescent, etc. Et je pense que, ouais, il y a une inversion qui s'est passée à un moment de ma vie où en fait je suis passé de un mec assez solo qui a que des potes mecs à une autre phase de ma vie où en fait, là aujourd'hui j'ai très peu de potes mecs et je fréquente presque que des femmes en fait en tant qu'ami. Et du coup, je pense que j'ai développé beaucoup ce côté de tu peux vraiment aimer quelqu'un sans forcément que ce soit ta copine ou ton copain. Et je pense que le fait d'être entouré quasiment que de femmes, ça m'a beaucoup développé ce truc-là. Ouais, un peu, c'est vrai que j'imagine, c'est boys being boys, pas montrer d'émotions, ce genre de choses. Tandis que je pense que avec des amis filles, tu peux beaucoup plus montrer que tu tiens à la personne sans être jugé, parce que du coup avec beaucoup de de mecs, genre tu sais le truc tu montres que tu tiens à quelqu'un, vas-y c'est gay quoi, genre non ça marche pas comme ça. Ouais. Et niveau œuvre d'art, est-ce qu'il y a une œuvre d'art que t'avais envie de parler? Est-ce qu'il y a quand je t'ai parlé de sujet, est-ce qu'il y a une œuvre d'art du coup qui t'a inspiré? Moi il y a trop d'œuvres d'art il y a trop d'œuvres d'art qui m'ont inspiré. C'est de la folie à quel point... l'amour, j'avoue que si on doit parler du thème amour, je pense que c'est là où il y a le plus d'œuvres d'art du monde. Et oui, c'est vrai. et oui, l'ami. Un film qui m'avait pas mal marqué sur l'amour, c'est Portrait de la jeune fille en feu. Et en fait, c'est un film qui se passe au 18e, il me semble. C'est une espèce de meuf qui fait partie de la noblesse. Et en fait, on doit faire un portrait d'elle, mais personne n'y arrive. En fait, ce qui se passe, c'est que la meuf, elle est insupportable avec la personne qui doit faire le portrait. Et du coup, la personne finit par se barrer, et voilà. Ok. C'est impossible la meuf, c'est impossible de bosser avec elle. Et à un moment, ils appellent une peintre, du coup une meuf qui fait de la peinture, pour faire le portrait. Et en fait, les deux meufs vont tomber amoureuses, et c'est un peu ce truc de un film sur un lien amoureux qui est très très fort, mais en même temps qui est contrarié par beaucoup de choses de la société, par cette époque. Et en même temps, c'est pas du tout un film sur à l'époque il y avait pas de personnes homosexuelles, du coup c'était mal vu. C'est vraiment plus c'est hyper intime la manière dont c'est filmé, on est vraiment dans l'intimité des personnages. Il y a que des personnages féminins et ouais, c'est vraiment ce truc d'une relation qui va se développer et finalement qui va pas pouvoir durer un temps infini, mais c'est là, quoi, tu vois. D'accord. Ouais. Et pourquoi cette œuvre-là, avec l'amour en particulier, quoi? Je pense pourquoi c'était la première œuvre que t'as choisi de parler dans le podcast? Parce qu'il a fallu faire un choix. Là, je pense que c'est un film qui est quand même assez accessible. C'est ça que je me dis aussi beaucoup, c'est que vas-y, je vais pas parler d'un film de 7 heures sur Napoléon. Oui, ouais. C'est un film qui est assez accessible, avec des actrices hyper connues et que tout le monde kiffe. Et surtout, parce que ça relie aussi chez moi, la passion du costume de scène. Du coup, t'as ce côté histoire d'amour, et t'as le côté costume historique, 18e siècle. Et t'as vraiment ce truc de cette esthétique un peu falaise, genre Bretagne, esthétique de la mer, de l'océan, ce truc hyper mélancolique d'une certaine manière, qui m'inspire beaucoup, moi, dans tout ce que je fais. Je pense que c'est un peu un dénominateur commun dans mes collections, dans mes créations. C'est que de montrer un peu un truc mélancolique. Ouais, il y a toujours un peu un truc comme ça de quelque chose qui est un peu éteint et quelque chose qui est un peu brisé. En fait, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et c'est pour ça aussi que, peut-être pour en revenir aux jeux vidéo par exemple, j'adore les jeux From Software. Ouais. Parce que c'est vraiment des jeux dans lesquels tu vas évoluer dans des univers qui sont
qui sont brisés, en fait, tu vois. Et je trouve ça très très beau. C'est quelque chose... Justement, tous les jeux From Software, la première fois que j'ai joué à Dark Souls, justement, c'est comme si que j'avais relate avec une émotion que j'avais un peu toujours en moi, toujours avec moi. Et là, de cette manière-là, c'était complètement explicite. Du coup, dans le jeu, c'est exprimé de manière environnementale avec tous ces paysages, ces châteaux en ruine. Oui, ces châteaux en ruine et tout, j'avoue qu'au niveau environnement brisé, Dark Souls, il est pas mal. Ouais. Et pareil, genre des vieux, enfin des vieilles religions, des vieux peuples et tout. Ouais. Où genre, en plus, littéralement, généralement, tu tues un peu ce qui reste de ces peuples-là, quoi. Ouais, tu comprends pas trop ce que t'es en train de faire, ce qui se passe, et t'évolues dans des décors en ruine. Et en fait, ça, c'est une inspiration du mouvement romantique du 19e. Quand tu vois toutes les peintures qui ont été faites à cette époque, c'est carrément inspiré de ça, en fait. Ok, c'est incroyable. Et du coup, ouais, j'aime beaucoup les univers comme ça. Et quand ça se fait que, là, justement, cette vibe un peu de mélancolie, t'arriverais à dire pourquoi, genre, elle te touche autant je sais pas pourquoi. Je pense que peut-être du coup ça fait la connexion avec le sujet, nos psychologues. Je sais pas pourquoi. Je pense que j'ai toujours ce truc hyper pluvieux, orageux, genre je sais, au fond de moi. Et c'est un truc qui ressurgit beaucoup dans les créations. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'ai ça qui s'est pas mal développé à la fin de l'adolescence, ou même pendant l'adolescence. Je sais pas trop d'où ça vient. D'accord. Mais j'ai toujours ça un peu... Alors, est-ce que c'est arrivé quand même de faire des créations où genre c'était giga joyeux ou genre de choses, ou vraiment genre c'est tout le temps le truc sur lequel tu reviens, cette vibe-là? Bah je pense que... faudrait que je trouve un terme, parce que je pense que la mélancolie c'est un truc trop négatif et trop... C'est pas exactement comme ça que moi je le sens. C'est plutôt... dans le design, justement, j'ai une pote qui m'a introduit au concept de wabi-sabi. Et en fait, le wabi-sabi dans le design, c'est un truc qui est hyper important dans le design japonais. C'est un peu cette idée de la beauté des choses brisées et des choses imparfaites. Et typiquement... le sorte de... Pas le truc avec l'or là où Par exemple, ouais, t'as le kintsugi qui est une discipline où tu colles de la céramique avec de l'or. Il y a un peu ça. Et ce qui est assez emblématique du wabi-sabi, c'est le thé au Japon, la culture du thé. Notamment tout ce qui est la vaisselle japonaise, où c'est toujours des choses très irrégulières, qui ont des couleurs de terre, des tasses qui sont pas symétriques du tout, qui sont un peu moches, on va dire, selon des critères plus occidentaux ou différents, mais qui ont vraiment ce côté, on voit l'action d'un humain, et on voit le côté hyper simple, en fait, des choses qui sont un peu brisées, qui sont un peu passées. Ouais, ce côté un peu terne, un peu dépoli, comme si qu'il y avait un éclat qui avait été patiné. C'est toujours présent dans mes créations, mes collections, par exemple dans la mode. Et est-ce que j'ai déjà fait des trucs vraiment hyper playful? Je pense que ouais, ça a dû arriver, et je suis hyper ouvert à ça. Mais je pense que j'apporte toujours un côté... Il y a une contrepartie à ça. C'est jamais full dans le côté joyeux. Je pense qu'il y a toujours un petit retour à... Une petite contrepartie, tu vois. Ok. Où ça va être... il y aura toujours un petit 10% pour équilibrer le truc. Ok, d'accord. Par exemple, ma collection de fin d'études que j'ai faite, c'est sur un mec justement qui est exilé dans la forêt. Donc en fait j'ai fait un film pour montrer les vêtements de la collection. Et en fait t'as vraiment ce côté, c'est la forêt, c'est hyper beau. Mais t'as ce côté en fait, dans l'histoire. Ouais, l'histoire elle est pas... elle est pas joyeuse du tout. C'est un mec qui s'est enfui, quoi, tu vois. Une des références principales pour cette collection, c'était le poème Le Dormeur du Val. Je crois que c'est Arthur Rimbaud qui a écrit ça, il me semble. Et c'est sur un mec, justement, qui est par terre, dans une prairie, dans un champ. Et c'est magnifique, tout est super beau. Il y a genre des animaux, des trucs, il y a la lumière. Et à la fin, en fait, il a 2 trous au côté droit, quoi. Genre, tu comprends que c'est un mec qui s'est fait tirer dessus à la guerre. Je m'en souviens, il est incroyable, ce poème. Je pense que j'ai toujours ce truc-là où... Ouais, même si il y a un petit retour dans la réalité et un truc un peu plus
un peu plus triste de temps en Ouais. temps, comme si tu fais un truc joyeux. Pas forcément un retour à la réalité, mais c'est toujours teinté de un petit truc un peu plus dépoli, quoi. Ok, Ouais. je vois. Et est-ce qu'il y a d'autres œuvres, toi, du coup de l'amour, autres que celle-là? Il y a tellement d'œuvres. Moi, j'adore le cinéma, du coup, ça passe beaucoup par des films, évidemment. Il y a un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Une vie difficile de Dino Risi, un réalisateur italien qui a bossé, je pense, dans les années 50-60 à mon avis. Et dans ce film, il y a plein de choses qui se passent. Moi, j'adore le cinéma italien parce que t'as ce truc de... C'est hyper... Voilà, ça pour moi, c'est parfait parce que ça fait vraiment la synthèse entre des trucs super drôles et des trucs super tristes. Ok. Et en fait, la vie, elle est vraiment comme ça. C'est-à-dire que tu peux passer du truc le plus triste qui va t'arriver et je sais pas, à la seconde d'après, tu vas avoir un mec qui se gamelle dans la rue et tu vas hurler de rire, tu vois. Je crois, pour moi, le meilleur exemple, c'est La vie est belle. Ouais, c'est La carrément vie est ça. belle, où c'est genre toute Ouais, la première ouais, moitié du film, et ouais. c'est ultra joyeux. Ouais, Et après, la deuxième moitié, c'est genre... Horreur, le père il fait rire. Horreur, le Ouais, père il fait ouais. rire. C'est Bah, c'est un bon exemple, ouais, je trouve. ouais, j'aime beaucoup les films italiens comme ça. C'est en même temps super triste et c'est en même temps super marrant en fait. Et du coup, c'est pas assommant quand tu regardes le film. Ça peut être très dur, mais t'es pas dans... Moi, je déteste les films qui sont hyper larmoyants et je comprends que ça peut être génial. Hein. Mais maintenant que je connais le cinéma italien, j'aime bien ça. Et du coup, dans ce film, t'as ce côté... Bon, il se passe plein de trucs, du coup, c'est difficile à résumer. Mais en gros, c'est un mec qui a été résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça montre comment, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'Italie va évoluer, va s'industrialiser. Et lui, qu'est-ce qu'il va devenir dans tout ça, en fait? Parce qu'il est journaliste, du coup, il a été résistant. Mais du coup, en fait, tu fais quoi Après, t'as fini de résister, quoi. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Du coup, il se passe plein de trucs. Et en fait, il y a... Je raconte un peu l'histoire du film, parce que c'est un film des années 50 et... Je pense que, bon, les spoilers, oui, ça fait 70 ans que vous auriez pu regarder le film. Mais, en gros, il est amoureux d'une femme. Et ce qui se passe, c'est que lui, il est full chaotique. C'est-à-dire que dans sa vie, justement, il a du mal à se reconstruire, il a du mal à créer quelque chose, à avancer dans sa vie. Et lui, bah, ils s'aiment beaucoup, ils se sont rencontrés pendant la guerre. Et ils s'aiment beaucoup. Mais elle se dit, mais ce mec, il est full chaotique. C'est-à-dire qu'un jour, ça peut être super bien, et le lendemain, c'est la dépression, quoi, tu vois. D'accord. Parce qu'il construit... il a du mal, déjà, lui-même, à se construire. Et du coup, dans la relation, c'est hyper chaotique. Et du coup, elle part avec un autre homme qui est le symbole de... ce qui peut être sécurisant, en fait, quand t'es en couple avec quelqu'un. C'est-à-dire, il a plein de pognon, il est hyper stable psychologiquement, tu vois, mais il a l'air d'être hyper chiant. Mais en vrai, bah, c'est beaucoup plus sécurisant pour elle que d'être avec un mec où c'est une girouette, quoi. Et ils se rencontrent, une scène que j'adore. Ils se rencontrent plus tard, du coup lui et son amoureuse, elle est toujours avec son mec, je crois. Et t'as vraiment cette scène ils sont dans un espèce de guinguette de bar. Et vraiment, ils discutent, ils essaient de comprendre où est-ce qu'ils en sont l'un et l'autre. Faut comprendre que t'as vraiment ce perso qui est complètement instable et qui, certes, fait des activités, peut-être il fait du journalisme, mais c'est très précaire, en fait. Ok. Et t'as cette discussion, cet échange qui est pour moi hyper importante dans l'histoire du cinéma, un truc qui m'a beaucoup influencé. C'est que t'as ce mec qui, en gros, il lui dit ouais, il faut que tu reviennes avec moi, j'ai changé. Il y a vraiment ce truc de j'ai changé, et t'as un plan sur son visage qui montre vraiment l'expression de sincérité. Il est hyper sincère et il pense à fond quand il dit ça. T'as le mec qui dit j'ai changé, expression hyper de sincérité, contre-champ sur la meuf qui écoute ce qu'il lui dit, et contre-champ sur le mec, mais cette fois t'as un plan sur sa chaussure. En fait il a une chaussure trouée qui est complètement défoncée. Et du coup, t'as un peu cette idée de... Certes, le mec qui dit qu'il va changer, et il est hyper sincère dans ce qu'il pense. Mais en fait, il est toujours le même. C'est juste un mec qui a des chaussures trouées et qui prend pas le temps d'acheter des nouvelles chaussures, tu vois. Et du coup, t'as ce truc de... Lui, il a hyper raison.
Et en même temps, elle a raison de pas être avec lui, tu vois, parce que Ouais. le mec, il est instable, tu vois, c'est presque toxique, quoi. Et en même temps, lui, il a pas trop d'argent, il est hyper précaire. Du coup, t'as ce truc de... L'amour est très très sincère, et en même temps, je pense que ça, c'est un truc aussi qui a été hyper important pour moi dans ma rupture, c'est que ça peut être très 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 sincère, et pourtant, l'amour, ça peut ne pas suffire dans la vie. Quand tu dois être en couple avec quelqu'un, il y a beaucoup d'autres facteurs Ouais, qui entre en jeu. qui entrent en c'est jeu. clair. Ouais. Et tu peux aimer vraiment à fond une personne, mais il y a d'autres facteurs qui sont limite plus importants parfois. Bah, après, je pense que s'il y a l'amour qui est ultra là et ultra sincère, ça peut fonctionner, mais je pense que c'est aussi une bonne recette pour une relation qui peut devenir toxique. Hyper toxique, ouais. C'est le truc du fameux genre les fameuses relations ultra intenses où les gens s'engueulent et après ils se réconcilient, ils s'engueulent, ils se réconcilient. Mm. Je pense que c'est un petit peu ce truc-là en fait. C'est un peu Mm. une relation où en termes d'amour, c'est là, mais sur un peu le reste, un peu des facteurs de société, le fit de personnalité, genre de choses, c'est pas forcément là quoi. Je pense que il y a vraiment ça dans le film. Hein. Et en plus un truc là que tu vois qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi j'ai l'impression un peu le truc d'amour de soi Ouais. pour réussir à pouvoir aimer quelqu'un d'autre quoi. Ça, c'est hyper Enfin un peu de important, savoir aussi. ce que tu es et ce que tu as besoin pour Ouais. aimer quoi. Ouais. Que je trouve aussi moi très très important dans l'amour quoi. Pour moi vraiment l'amour, il y a amour de soi en premier un petit peu dans c'est le plus important quoi. C'est hyper important, ouais. Bah, moi, j'aime beaucoup Drag Race et RuPaul. Je crois que c'est à la fin où je sais plus, il dit toujours si tu peux pas t'aimer toi, tu peux pas aimer les autres. Oui, Et ouais. c'est vraiment la catchphrase de RuPaul. Et je pense que c'est hyper vrai. Ouais. Je pense que, en tout cas, l'amour que tu vas porter aux autres si tu t'aimes pas, il va pas être hyper sain Ouais, bah, pour la personne qui reçoit. ça va être un peu en plus un sorte de bouche-trou en quelque sorte pour ces mecs. Moi je sais qu'il y a eu énormément ce truc là où j'avais beaucoup de mal à m'aimer moi-même et en fait je sais que les premières relations que j'ai eues c'était pas ça en fait parce que ben quand la personne montrait des signes d'amour ben en fait moi je backdashais en fait genre j'étais en mode non mais et en fait parce une partie de moi je pense à l'époque avait l'impression de pas mériter cet amour là quoi et du coup à cause de ça c'est reculer quoi et au lieu de que la personne te montre des signes d'amour et que toi du coup tu en donnes en retour là ça fait l'effet où genre tu recules du truc quoi et t'en donnes zéro genre c'est pas moi c'est genre le pire truc qui peut arriver ever dans une relation quoi. Et je pense que l'amour de soi je pense que c'est vraiment le premier truc pour le thème de l'amour qui je trouvais assez important dans la vie de tous les jours. Ouais. C'est intéressant qu'est-ce truc-là. Et à la fin ça se finit comment du coup ce film là Le film tu veux que je te raconte la bah fin ouais, du là, film mais là, le truc m'a hypé, le scénario m'a hypé. Le film est vraiment... Il se passe tellement de choses, en fait. Genre, c'est-à-dire que c'est vraiment une espèce d'épopée sur la vie de ces persos. Ok. Et ça va évoluer. Et ce qui est génial, c'est que ça commence à sortir de la guerre. Ils se rencontrent littéralement pendant la Résistance, il me semble. Et ça se finit peut-être 20-30 ans plus tard. Et du coup, ouais, à la fin, en fait... T'as un espèce de dîner comme ça où le mec a réussi à s'élever socialement. Ok. Il a réussi à être hyper riche, mais il est assez malheureux. Et t'as ce dîner hyper mondain où t'as genre je crois que t'as un général, t'as des mecs de l'industrie, t'as des mecs du clergé. C'est un peu symbole de richesse, je trouve, dans le cinéma italien aussi. Et t'as ce truc il se fait complètement chier dans la soirée. Je crois que c'est parce qu'en fait, lui, son taf, c'est d'être le sous-fifre de quelqu'un, il me semble. Mais du coup, il gagne beaucoup d'argent comme ça. Ok. Genre, c'est un peu le second d'un mec hyper riche, j'ai l'impression. Un truc comme ça, ou s'il a un chauffeur, ou je sais plus, un truc comme ça. Et à un moment, on lui parle super mal. Je crois que c'est son supérieur qui lui parle super mal. Et il est avec, justement, avec son amoureuse qu'il a retrouvée. Et je crois qu'à ce moment-là, il envoie chier son supérieur. Je crois même il lui met une gifle. Et il se tire avec son amoureuse qui est devenue vraiment, je crois, sa conjointe, je sais plus trop. Et en fait, t'as un peu ce truc de... Ok, certes, ils se sont retrouvés, mais t'as quand même ce truc de... Le mec est hyper instable, parce que du coup, il a envoyé chier son taf, et du coup, ils se sont retrouvés, c'est cool, mais elle se met en couple, quand même avec un mec qui va pas du tout lui apporter une stabilité mentale, etc.
Et du coup, pareil, t'as ce truc en vraiment en équilibre, en nuance, où tu te dis, certes, c'est bien pour eux, ils se sont retrouvés, mais ouais, ça va peut être peut-être pas tout mener à une parfait, hein. relation toxique. Mais en même temps, c'est hyper marrant parce que le mec, il envoie une gifle à son patron, tu vois, t'as cette scène où il se passe plein de trucs au niveau des émotions. Et ouais, du coup, ça se finit comme ça sur ces deux persos qui s'en vont tous les deux. Et du coup, t'es content. Et en même temps, tu te dis, Ouais, est-ce que ça va durer? Est-ce qu'ils vont être heureux? Je sais pas trop. ok. Mm. C'est marrant comme ça. J'attendais pas un truc comme ça. Ouais. Super fin. Mais ce film, il est génial. Vraiment, je pense que s'il faut regarder un film italien de cette période, c'est vraiment Une vie difficile. Ok. Trop bon film. Est-ce que t'as vu, toi, Eternal Spotless The Sunshine, je sais pas quoi. Comment il s'appelle le film? Eternal Sunshine of the Spotless Spotless Mind. Mind. J'ai dit Alors, dans full le mauvais ordre. Je l'ai vu, mais je me souviens absolument Ah ouais, plus de ce qui se passe. il t'a pas marqué du tout. Il y a pas une histoire de mémoire, genre, Si, c'est ça, ouais. Mais en plus, moi, je l'ai vu du coup, parce que c'est depuis des années qu'il me fait l'œil le film. Et là, je me suis dit, vas-y, en préparation du podcast, il faut que je regarde l'un des films qui est, un peu d'amour, qui est parlé de tout le monde, quoi, en quelque sorte. Et c'est du coup deux personnes qui se rencontrent et qui tombent amoureux ensemble. Et après, en fait, tu fais bam, genre dès que tu comprends comme quoi, en fait, c'est le début d'une longue relation, sûrement, ça fait genre timelapse, boum, et rupture, en fait. Timelapse au moment où, genre, il vient de se faire larguer, et en fait, quand il essaye de revenir la voir pour un peu, la raisonner, ou essayer de voir ce qui peut être fait, ou essayer de comprendre, ils se rendent compte qu'elle, en fait, elle a plus de mémoire de lui. Ah oui, ok. Et après, en fouillant un petit peu, il se rend compte comme quoi, en fait, elle sait effacer la mémoire pour l'oublier. Enfin, vraiment, juste pas effacer la mémoire totalement, c'est juste effacer la mémoire. Tous les moments qu'ils ont passés ensemble, tous les choses en commun, elle a effacé ça de sa mémoire, en gros. Et du coup, lui, il va faire la même chose, un peu de chagrin, et un peu aussi d'énervement, il va faire la même chose, il va l'effacer de sa mémoire. Et après, en fait, toute la partie du film, je pense 80% du film, c'est en fait dans sa psyché, pendant que, un peu étape par étape, les moments en commun avec cette personne sont effacés, en fait. Et le truc qui est incroyable, en fait, c'est qu'il se rend compte, dans sa psyché, que on est en train de lui effacer la mémoire, et que, en fait, elle est en train de disparaître de sa mémoire, et qu'il vit un peu, qu'il revit un peu ces derniers instants, pour la toute dernière fois, parce qu'il pourra pas revenir sur... je sais pas si c'est très clair. Tous les trucs de dépassement de mémoire. Ouais, j'ai à peu près capté l'enjeu. Et petit à petit, dans le film, il essaye en fait de s'échapper du process où sa mémoire est en train de s'effacer sur elle, pour la garder au moins dans sa mémoire. En tout cas, sur la thème de rupture, je trouvais ça giga intéressant sur la subtilité avec... à la fois ces souvenirs de la personne te font du mal et te font du bien, quoi. Et ce truc là où t'as à la fois un peu envie d'oublier la personne et en même temps, genre, quand tu revas dessus, genre, tu te rends compte d'à quel point ça avait été incroyable, quoi. Je trouve que niveau... pour montrer un peu cette subtilité là des souvenirs que tu passes avec une personne que t'as aimé, je trouve que c'est assez beau, ce film. Ouais, c'est sur la mémoire et sur l'amour en même temps. C'est ça, ouais, c'est un peu sur les souvenirs que tu fais d'une relation passée, quoi. Ouais, c'est un peu ce truc là, quoi. Et après aussi avec le twist un peu de fin, vas-y, je spoil, mais au pire les gens passent, hein. Vite, passez, skipper dans 3 minutes. Du coup, les deux ont perdu la mémoire l'un de l'autre, et en fait, ils se rencontrent par hasard, et ils rematchent de nouveau direct. Mais au moment où ils rematchent une deuxième fois, sans savoir en fait qu'ils avaient vécu une relation, je sais pas moi, de 3 ans avant, au moment où ça recommence à rematcher et que tu recomprends de nouveau qu'ils vont se remettre ensemble et que ça va durer, ils apprennent chacun en fait qu'ils se sont effacés la mémoire mutuellement l'un de l'autre et qu'ils ont eu une relation passée, etc., que ça s'était mal passé, qu'ils étaient malheureux, parce qu'en fait en gros avant de commencer le process d'effacement de mémoire, ils sont obligés d'enregistrer et d'expliquer pourquoi pourquoi ils veulent s'effacer la mémoire de l'autre, en fait. Ils réentendent chacun ça de leur côté, en fait, cette cassette là qu'ils ont fait au début. Et malgré ça, en fait, ils acceptent de se remettre en compte, quoi.
ils acceptent de se remettre en couple, même en sachant que Il y a eu tout ça, quoi. qu'il y a eu tout ça et qu'à la fin ils ont été malheureux et qu'ils ont été jusqu'à s'effacer la mémoire l'un de l'autre, quoi. Donc, Mais ils acceptent, genre en connaissance de cause, prendre le risque. de prendre le risque de faire le truc. Et en tout cas, enfin cette un peu de partie là, moi en tout cas, va vraiment résonner ce truc-là de vouloir tenter, Ouais. même si tu sais que c'est pas forcément sain, que ça risque peut-être de finir mal. Parce que pour moi, enfin, en tout cas, c'est un peu la façon dont je vois l'amour intime. C'est que, enfin, faut que t'en profites le temps que ça dure, mais ça va très relativement, sûrement, finir sur quelque chose où à la fin tu vas aussi avoir un peu de malheur dans le truc, quoi. Ça peut pas être tout parfait. Là, il faut profiter de C'est ça. ce que tu vis. Ouais. Et d'un autre côté, c'est que même si tu sais que ça va finir mal, et ben, faut quand même commencer, quoi. Faut quand même tenter le coup, quoi. Parce que tu sais, je crois qu'il y a pas mal de gens qui résonnent avec ce truc-là, en plus de pas oser s'engager dans une relation, Oui. de la peur de la rupture, en fait. Oui, alors qu'en vrai, faut profiter de... Faut profiter de la relation Ouais, avant la rupture. Si ça dure 3 semaines, ça dure 3 semaines, mais il faut pas que... Et justement, moi je pense aussi c'est quelque chose qui est important dans la manière dont je vois les relations et le dating de manière plus générale. C'est vraiment de profiter de la personne et pas forcément se concentrer, bon facile à dire, hein, mais sur les ruptures, sur l'impossibilité de l'amour, etc. Moi aussi j'ai beaucoup ce truc de... En fait j'ai des crushs très facilement et du coup forcément, en fait dans ma vie, c'est des crushs qui sont contrariés, tu vois, parce que tu peux pas sortir avec toutes les personnes sur qui t'as un crush. Et du coup, j'ai beaucoup développé ce truc de... Même si j'adore une personne, en fait, c'est hyper ok si c'est une personne qui va être dans le cercle amitié et pas forcément être mon partenaire de vie de toute ma vie, tu vois. Et du coup, je pense que même ça, dans le dating aussi, c'est quelque chose d'hyper important de... En tout cas, moi, j'aimerais beaucoup que les gens juste soient plus heureux de passer du temps avec une personne, même si c'est pas forcément dans l'intention de... Et ça aussi, c'est une valeur qui est assez importante pour moi, juste de... justement, pour en revenir à l'amour, en fait, juste d'aimer. Et le fait d'aimer, même si t'es pas forcément aimé en retour ou aimé de la même manière, c'est quand même quelque chose qui me drive à fond, quoi. Et toi, t'as pas un sentiment de malaise ou un peu de mélancolie quand tu traînes avec quelqu'un d'amitié avec qui au début t'aurais espéré plus? Je pense pas qu'il y a du malaise. Il y a ce truc peut-être de mélancolie, mais justement peut-être que ça reconnecte avec ce qu'on disait sur le romantisme et sur tout ça, c'est que moi j'ai toujours un peu ça en moi. Et du coup en fait et encore une fois, mélancolie, je trouve ça hyper négatif comme terme. C'est un peu trop fort du coup, mais cette situation-là. Limite, je pense que ça peut... Il y a quelque chose que je trouve un peu réconfortant, je sais pas trop comment expliquer, mais dans le fait de juste aimer une personne, en fait, simplement. Et certes, c'est pas réciproque de la même manière, mais c'est comme si que l'amour que je ressentais, il était tellement fort que ça dépassait, en fait. Ça dépassait le sentiment un peu de tristesse de savoir que... Il y a un peu de ça, je pense que il y a beaucoup de gens qui justement backtrack quand ils se rendent compte qu'il y a ces trucs-là, qu'il y a trop d'amour d'un côté et que ça peut pas être réciproque un petit peu. Il y a beaucoup de gens qui arrêtent. En tout cas, moi je sais que c'est mon cas. Ah ouais, ça me frustre justement. Récemment, j'ai daté une fille que vraiment j'adore. Je suis fan de cette meuf. Et en fait, comme on voyait pas les choses de la même manière, du coup, il y avait un peu cette frustration de... à un moment, on s'est séparés. On s'est daté quelques fois et on a décidé de plus se dater du tout. Et il y avait un peu ce truc de... Moi, j'étais pas mal frustré de pas pouvoir juste être ami avec cette personne après. Parce que c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Et ça m'a frustré. Ouais, de pas avoir ce truc-là, quoi. Ouais. Et en vrai, je pense qu'il y en a beaucoup, c'est ça, en fait. Après, ça dépend, je pense aussi, la manière dont un peu la façon dont tu vas forger la relation avec la personne, quoi. Parce que je pense qu'il y a beaucoup, tu vois,
de relation qui sort juste t'aimes la personne, genre t'adores passer du temps avec, et c'est après où tu te rends compte qu'en fait que potentiellement il peut y avoir plus quoi en quelque sorte. Potentiellement en fait ça fit pour plus. Et je pense que quand ça commence comme ça, c'est beaucoup plus facile de garder la personne en tant qu'ami, même si tu vois t'as tenté ta chance, t'es sorti avec et qu'après ça se casse. Je pense que c'est beaucoup facile de garder tu vois de fait de revenir un peu, faire un sorte de retour en arrière à comment la relation était au début quoi. Tandis que quand ça commence avec genre un peu plus que genre juste une amitié, bah vu que t'as pas forgé vu qu'il y a pas les fondements d'une relation amicale, c'est compliqué je pense de revenir c'est pas possible en fait de revenir vu qu'il y a pas de fondement d'une relation amicale quoi. Mais là, je pense que c'est un peu ce truc là quoi. L'inverse c'est vrai, c'est-à-dire que t'as beaucoup de gens aussi où si tu forges une amitié, ils vont trouver ça malaisant de basculer dans le dating. Ouais, le fameux pas sex friend, friendzone. Ouais. Moi, je déteste ce mot, genre, j'y crois pas du tout, tu vois, genre, je pense, enfin, justement, parce que c'est un mot qui a été créé par des gens qui sont hyper frustrés. Ils veulent pas être amis, en fait, je trouve ça insupportable, comme mot. Genre, vraiment, ça m'irrite, et oui, bah, à l'inverse, t'as ce côté où, t'as des gens qui séparent complètement et de manière irréversible la sphère amitié et la sphère dating / amour. Moi j'ai beaucoup d'amis qui sont en couple avec des hommes, c'est souvent des dynamiques hétérosexuelles, des hommes avec lesquels elles sont pas amies. Et on sent dans la relation qu'ils sont pas amis, ils sont juste en couple. Okay. Mais le mec tu vois, s'ils étaient pas en couple, ils se fréquenteraient pas, ils se verraient pas, tu vois. C'est le seul dénominateur commun. Et ça, c'est un truc que je trouve frustrant aussi dans le dating. Le fait que on a créé un système où en fait c'est deux sphères qui n'interagissent pas. Et du coup, je pense que ce serait plus sain si les relations elles étaient plus flexibles et plus poreuses. Parce que du coup, on éviterait, parce que moi vraiment... Qu'est-ce que tu veux dire par les relations seraient plus flexibles pour eux? Que justement ça puisse plus facilement switcher d'amitié à amour. Parce que vraiment moi j'ai assisté à des scènes de drame de vie où ça serait pas arrivé si tu vois la personne connaissait mieux en amitié son partenaire de vie quoi. Et je pense que l'amitié c'est hyper important et c'est comme, pour moi je le vois vraiment comme des sphères où ça peut être amitié et amour en même temps, mais je le vois pas du tout comme des trucs qui n'ont rien à voir, qui sont complètement... je pense qu'à mon avis toi t'as beaucoup plus justement le spectre amour-amitié, toi les deux sont beaucoup plus proches que justement de ces personnes-là dont tu parles, que tu connais. Et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens où justement ce spectre-là il est différent d'une personne à une autre. Je pense que cette personne genre vraiment c'est genre fin d'une relation, t'as vécu genre 6 ans avec, c'est out, genre c'est out de ta vie, même alors que ça a commencé genre tu connais la personne depuis le lycée. Je trouve ça très bizarre. Même mes parents, tu vois, moi je me dis mais vous avez vécu tant de temps ensemble et vous avez un enfant ensemble. Et pourtant, vous parlez pas tant que ça. Genre, vous êtes séparés et vous parlez presque pas. Je trouve ça hyper bizarre et moi, en tout cas, peut-être plus tard, je comprendrai ça. En tout cas, moi, actuellement, du haut de mes 26 ans, c'est pas de cette manière-là que je relationne. Parce que toi, je pense que t'as aussi un peu plus, t'as un peu plus de facilité à accepter le truc, justement, là, quand on parlait des personnes avec qui t'as un crush, c'est-à-dire des amis, mais t'es intérieurement, au début tu disais ce serait cool s'il y a plus. Je pense que toi t'es ok avec ce sentiment-là en fait de voir la personne et ce sentiment un peu doux amer en quelque sorte de savoir qu'au début tu t'aimais cette personne-là plus que potentiellement plus que d'amitié quoi. Mais je pense en tout cas, si je prends mon expérience personnelle pour un truc, franchement, ce sentiment-là, des fois, moi, il est trop horrible et genre, j'ai trop du mal. Ouais, je comprends. Et c'est un peu un truc... moi, souvent, je suis en mode... Tu sais, je teste de voir justement comment je me sens avec cette personne-là quand il y a un switch. Quand il y a un switch de plus à amitié, quoi. Ou de crush à pas possible, du coup, ami. Et en fait, j'essaie de m'écouter moi-même et je pense que si je vois que trop de fois genre tu sais il y a un sentiment de malaise,
je pense que du coup j'arrête Tu au peux bout pas d'un le moment, faire. quoi. Mm. Et j'arrête au bout d'un moment. Après c'est un peu nouveau ce sentiment-là, moi, parce que je pense que justement avant, je pense que j'étais en full backdash. Je pense avant j'étais en mode la personne peut pas, enfin il y a pas de potentiellement plus qui peut se passer, ben passer out, mais Mm. tu sais, je fais plus d'efforts pour la relation, en quelque sorte. Et je pense que maintenant, je suis en mode, c'est trop con, finalement, et du coup, maintenant, je teste, j'attends de voir comment ça. Je vois ce que tu veux dire. Moi, je pense que je me suis beaucoup développé dans ce côté... c'est ok d'avoir un crush non réciproque, parce que, ouais, j'y pense là, mais en étant plus jeune, justement, comme j'étais solo, j'ai eu beaucoup de côté crush sur des personnages. Crush sur des personnages de fiction. Ouais, un Et du crush coup, bah, non réciproque. Tu peux pas sortir avec... Oui, ouais. Et j'ai l'impression que j'ai transposé ça dans la vraie vie, en fait, où tu vois, je vois des gens dans la vie qui sont un peu des personnages et que j'admire énormément et que je trouve trop stylés. Et du coup, même si je leur parle pas, bah c'est ok pour moi, genre de... Tu vois, juste de connaître quelqu'un comme tu connaîtrais un perso. Et voilà, quoi. Je crois que j'ai un peu transposé ce truc D'accord, c'est intéressant. de perso. D'ailleurs, peut-être pour faire la transition, il y a un truc dont j'ai envie de parler depuis tout à l'heure. Vas-y. Et j'attends le moment où ça va transitionner. On a regardé Arcane, du coup, Oui. l'autre jour, on a Ah, regardé... je pense à en plus là où Ouais. c'est là que tu vas aller. On a regardé avec Lola, en plus connexion, parce que Lola, c'est la personne qui m'a introduit ce concept de Wabi Sabi dont je parlais D'accord. au début Ok. de l'émission. Du coup, merci Lola. Et en fait, je pense, moi j'adore ces histoires d'amour quand c'est aussi utilisé dans d'autres contextes, tu vois. Par exemple, moi vraiment mon rêve c'est de faire un truc genre, c'est une histoire d'amour, et en même temps, je sais pas, c'est un univers de fantasy par exemple. Mais c'est hyper focus sur l'amour, tu vois. Ou limite, c'est un film d'amour, et ça se passe dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Voilà. Et les gens ne font pas ça, je sais pas pourquoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et dans Arcane, il y a un peu ça, tu vois. Et en fait, je pense... On a le droit de spoiler ou pas, du coup, là? Je sais pas si c'est spoiler alert. Vas-y, c'est de l'actualité, là. Je mettrai pour Arcane, je mettrai vraiment un 2 chapitres parce que là, pré-spoil, là, c'est après chaud, spoil. Non, c'est que du coup, je pense à toute la relation qu'il y a entre Echo et Jinx, Ouais. qui me touche beaucoup, parce que du coup, tout ce dont on a parlé tout à l'heure, où t'as ce côté où c'était des amis hyper proches quand ils étaient jeunes, ils jouaient ensemble, et t'as ce moment où il y a un univers parallèle, où justement ils vont tomber amoureux, mais de versions différentes chacun l'un de l'autre. Genre c'est-à-dire que elle est amoureuse d'un Echo qui ne vient pas de son univers, et inversement, c'est-à-dire que lui, ça lui permet peut-être d'actualiser un amour qui n'aurait pas été possible dans l'autre univers. Et en fait, t'as des gens, je déteste cette théorie, t'as des gens qui considèrent que Jinx et Echo, après que Echo soit revenu dans son univers, bah en fait ils sont ensemble comme un couple. Et moi j'aime pas du tout cette théorie, je trouve ça hyper beau que Echo il ait vécu cette amitié avec Jinx quand il était enfant, qu'il soit allé dans un autre univers où il a exploré la possibilité, genre justement de dater la version alternative de sa meilleure pote ou je sais pas quoi, et qu'il soit revenu dans la vraie vie, et qu'il ait retrouvé une amitié hyper forte. En fait, j'aime bien justement la pluralité de types de relations que ça peut explorer, tu vois. D'accord. Et t'as des gens qui disent que justement, il est allé dans cet autre univers, et après, le moment où, tu sais, elle fait sa tentative, en plus c'est hyper malsain, je trouve, de se dire, elle a fait la tentative de suicide, et après, il l'a sauvée, et ils se sont mis en couple, je trouve ça hyper malsain. D'accord, que genre, en gros, eux, ils sont en mode, oui, vu que Jinx est potentiellement vivante, que du coup, ils sont avec, ça, quoi. Qu'ils soient en couple. Ah, mais en plus, c'est claqué cette théorie, parce qu'il met le papier, il a le papier, il fait brûler le papier avec les autres, donc, de lui, dans sa tête, elle est morte. Donc, pas forcément qu'elle soit vivante, genre, après la série, mais qu'ils aient été en couple entre jusqu'à sa mort, en fait. Ok. En gros, genre, en gros, les 10 minutes où normalement ils se préparent, ils fabriquent le minigun, quoi. Ouais. Parce qu'en vrai, ça dure hyper longtemps. Et normalement, il y a une ellipse. Ça marche pas. Je trouve ça pas intéressant au niveau de la relation, et justement, je trouve ça tellement beau, en fait, qu'ils aient pu s'aimer dans une version parallèle et qu'ils peuvent s'aimer d'une manière différente dans la vraie vie. Justement, ça complète beaucoup, en fait, le spectre des relations amoureuses, le spectre de l'amour. Et j'aime beaucoup, quand
t'as des histoires d'amour, mais qui sont pas des films strictement des comédies, enfin des trucs sur l'amour. T'as un peu ce truc de Arcane, c'est pas que sur l'amour, c'est sur plein d'autres choses, et t'as cet univers fantasy qui vient justement donner en plus une donner couleur, ouais, de fou. Notamment, tu sais, on parlait avant, l'amour, parce que souvent je trouve dans les films et trucs comme ça, c'est que c'est souvent montré genre l'amour égale, enfin tu sais, quand on dit un film d'amour, on va parler d'un film d'amour dans le sens traditionnel, genre relation intime, etc. quoi. Et c'est vrai que tu vois, je pensais que quand t'as parlé d'Arcane, je pensais que t'allais parler de l'amitié ultra forte Jace, ouais, pareil, Jace et Victor, quoi. Ouais, et c'est vrai que je pense qu'il faudrait plus de films d'amour amitié, genre. En gros, genre en fait juste d'amitié tellement forte que tu peux considérer ça comme une forme d'amour en quelque sorte, quoi. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de films. Il n'y a pas assez ça, ouais. Est-ce qu'il y a des exemples de trucs qui font ça hyper bien Franchement, j'ai cherché avant, parce que je voulais justement, je me suis dit, c'est un thème qui je trouve ultra intéressant, donc j'ai vraiment cherché dans la mémoire et tout. J'ai pas trouvé d'œuvre. Le plus proche que j'ai trouvé, c'est Night in the Woods. Je sais pas si tu y avais joué ou pas. Non. Mais c'est en gros oh putain, en plus j'en ai parlé dans le premier podcast, mais tu rentres dans ton village / ville natale après être parti 2 ans pour étudier tes études supérieures, et tu reviens dans ton village natal et tu retrouves tes amis d'enfance avant que tu partais, quoi. Tes meilleurs amis de l'époque. Et en fait forcément les choses ont changé entre quand t'es parti et quand tu reviens, et tu reforges des nouvelles amitiés ultra fortes avec eux, quoi. Et je trouve il y a vraiment ce truc là où à la fin vraiment en fait c'est vraiment ce truc là de à la fin ces relations là deviennent des amitiés ultra fortes, presque on pourrait considérer genre d'amour, quoi. Ok. Et est-ce que du coup ce jeu c'est un mood teenage un peu? Ouais totalement. Ok, parce que full mood, je pense que justement dans tout ce qui est teen movies, le côté teenage, t'as beaucoup ce thème, tu sais, t'as des groupes, et t'en as qui vont être amoureux, et t'en as qui vont être amis, et c'est un peu pour eux. Je trouve qu'il y a quelque chose de... j'avoue. Parce qu'en fait, je pense à 2 trucs. Le truc principal auquel je pense, c'est un jeu qui s'appelle Butterfly Soup. Okay. C'est un jeu hyper niche. Enfin, là, je crois que je suis la seule personne à connaître ce jeu vidéo. Et c'est un jeu sur Itch.io, un espèce de dating sim, visual novel, qui est sur un groupe de meufs, justement, je crois qu'à la fin du lycée ou au début de la fac, je sais plus. Et ouais, t'as vraiment ce mood teenage américain, tu vois, sur un campus d'école, et justement tu vas pouvoir dater certaines de tes potes, et au final non, ça va plutôt aboutir à des amitiés, etc. Je pense que dans ce genre de teenage movie, t'as ce truc des amitiés hyper fortes qui peuvent exister sans forcément que ce soit des relations classiques de couple. Je pense que c'est un genre où on peut beaucoup explorer ça. Et c'est intéressant aussi parce que, comme c'est le côté, ils disent en anglais coming of age, ça veut dire le moment où tu vas devenir adulte, un peu, où tu commences à être adulte. En fait, c'est ce moment où les choses sont suffisamment poreuses et suffisamment floues au niveau relationnel pour que tu puisses explorer plein de choses. Là où dans le schéma traditionnel, plus tard, quand t'as 30 ans, quand t'as 40 ans, on exige vraiment de toi que tu sois sur les rails du couple, sur les rails du mariage, etc. Là où en fait, quand t'as 20 ans, en fait, c'est un moment où... Il y a à la fois certaines personnes qui partent sur des rails achetant le mariage très tôt, et d'autres où c'est tout l'inverse, quoi. Ouais, et c'est ok en fait. Tu vas pas avoir une pression de malade quand t'as 20 ans pour te mettre en couple. Du coup, je pense que c'est pour ça que dans ce genre d'univers un peu, on peut explorer autant ce truc-là. Quoi. Et en même temps, je me dis, est-ce que sur cet univers-là, il est intéressant, mais aussi je me dis que c'est quand on parle là de Jinx et Echo les gens qui aimeraient que dans la courte partie ils soient remis en quelque sorte ensemble. J'ai l'impression en fait que aussi montrer ces prismes-là, amour, amitié. J'ai l'impression qu'il n'y a pas des gens qui sont intéressés par ça, en fait, au final, hein, parce que tu vois, genre, quand on parle de Jinx et Co, au lieu que les gens soient plus dans une optique de, la relation telle qu'elle est, avec sa subtilité, est belle sans forcément que ça en devienne une
relation intime, Mm. bah les gens ils sont en mode, non, on veut Ching, c'est quoi? Ouais, C'est un peu pas- triste en vrai. En plus, c'est pas hyper sain, je trouve, justement. On est vraiment dans l'injonction au couple traditionnel, hyper hétéronormatif, et je trouve ça pas sain du tout, parce que quand il réfléchit, dans la saison 1, Jinx, c'est une terroriste, et ils sont bastonnés, genre, tous les deux. Ouais. Enfin, Jinx est juste trop différente quoi, Ouais. dans cet univers-là quoi, Ouais. pour que ça puisse fonctionner tout court. Enfin, ça serait hyper malsain que, genre, vraiment, ils se sont battus à mort. Ouais. Elle a essayé de le Vraiment tuer. mort, quoi. Enfin, ils Ouais, ont essayé surtout de se Echo a tuer. tué Jinx quoi, parce que littéralement s'il y avait pas Singed Ouais. pour faire ses expérimentations et Ouais. sauver Jinx, elle Ouais. serait morte. Je Genre, crois que littéralement, c'est- Echo a tué. Bah, c'est elle Jinx. qui s'est tuée parce que elle avait une grenade. Ah oui, ouais, elle c'est a ça, ouais, décidé oui, de ouais, oui, mourir techniquement, plutôt ouais. que de perdre le combat. Oui, c'est vrai. Parce que je suis pas sûr qu'il l'aurait tué pour le coup. Oui, ouais, parce que c'est vrai qu'il hésite, t'as Il raison. hésitait. Ouais, Et à ce il hésite. moment-là, elle ouvre une grenade Ouais. en mode je préfère mourir, tu vois. Et ouais, ça serait malsain en fait. Enfin, Ouais. En fait, ça balayerait tout ce qui s'est passé avant et ça rendrait l'histoire des persos inutile Et et pas trop cohérente. ouais. Ouais, ce serait un peu un truc genre tout ça pour ça, quoi. Ouais, un peu le fanservice quoi. au Ouais, final. ouais. C'est ça, totalement. Mais ouais, faut revenir sur le truc genre amour, amitié genre ultra forte amour. Toi, il y a des trucs, à part du coup les teen movies, t'as des œuvres comme ça qui viennent en tête avec ce truc-là. Des amitiés hyper fortes. Parce que souvent ça passe après par le côté bromance, tu vois, qui peut être un peu trop dans la caricature de ce qu'on pourrait attendre. Giga bon film, dans Drive My Car, il y a cette amitié hyper... En plus c'est magnifique. Je pense que c'est un des meilleurs films de l'histoire du cinéma. Ah ouais. Ouais, meilleur film en tout cas de l'histoire du cinéma japonais, c'est sûr, de Hamaguchi, le réalisateur. Et c'est un film sur le deuil, hyper dur comme film, vraiment très très dur. Et t'as cette relation entre un homme assez âgé, assez établi dans la vie, qui est dramaturge, genre il fait du théâtre et tout, et une amitié hyper forte entre lui et son chauffeur, Ok. qui est une meuf beaucoup plus jeune, qui a à peu près notre âge, je crois, qui va le conduire à tous les endroits dont il a besoin. Et du coup, c'est hyper beau parce que je pense que dans un mauvais cinéma et dans une mauvaise Ouais, ça manière aurait d'écrire, switché sur une relation amoureuse. comme Et ça. c'est pas du tout comme ça. Ouais. C'est vraiment sur comment ils vont se sauver mutuellement l'un de l'autre, enfin l'un et l'autre, grâce à leur amitié. Ils vont affronter justement son deuil, c'est pas du spoil, en fait il perd sa femme dans la première scène du film. Ok. Et elle, sa vie est hyper compliquée. Et du coup, ouais, ils vont vraiment se sauver. Et t'as ce truc hyper beau t'as une amitié très forte. Et t'as une amitié intergénérationnelle, tu vois. Ouais. Et ça, c'est hyper rare, en fait, dans le cinéma. Et au final, c'est très queer, en fait, dans le cinéma, d'avoir ce truc t'as des personnes qui ont pas du tout le même âge. Et qui vont devenir proches. Et en même temps, il n'y a pas l'injonction à la relation hétéronormée, quoi. T'as pas l'impression que dans le film, c'est un peu teasé en mode où il joue vraiment pas dessus, genre. Et peut-être qu'il faut que je le regarde, mais moi, dans mon souvenir, Ouais, c'était c'est vraiment pas ça, une je jouais pas question. dessus, quoi. C'est Ouais. pas une question du tout du film, quoi. Des fois, il y a des trucs comme ça où tu sais, c'est un peu amitié et tout, mais ça joue toujours un peu sur le tease de. Il y en a un qui potentiellement en espère plus, ce genre de Ouais. choses, quoi. Je regarderai le truc parce que j'aime beaucoup le. Ah, mais vraiment, et l'image est... Enfin, j'ai pas parlé de l'image, mais l'image est magnifique. Genre, vraiment, c'est super beau. Tu m'as dit Drive My Car, c'est ça? Ouais, Drive My Car. Et là, j'ai une bête de référence, je pense, pour finir sur le catalogue de références. Mhm. Un film qui s'appelle First Cow. Et c'est un film sur les premiers colons qui arrivent en Amérique du Nord. Enfin, les premiers. Aujourd'hui, on sait que c'est faux. On sait que les Vikings y sont allés il y a très longtemps. Mais on va dire cette deuxième vague de colonisation de l'Amérique où... en fait, c'est sur le premier mec qui apporte une vache sur le sol américain. D'accord. Je sais plus trop ce qui se passe, mais t'as une amitié qui va se créer Mhm. entre ce mec-là qui est un settler, genre une espèce de premier colon, Ouais. et un autre mec qui est venu travailler en Amérique du Nord, qui est chinois, il me semble. Et là, pareil, ça va être comment eux, ils vont construire leur maison, une espèce de petite cabane, ils vont cohabiter ensemble, ils vont être colocs. Et pareil, c'est un film je pense que c'est
typiquement le film dont on cherchait un film sur une amitié forte, parce que t'as vraiment cette douceur de l'amitié qui, normalement, ce côté un peu hyper doux et hyper chill, hyper apaisé, on le montre pour des relations amoureuses. Et là, c'est montré pour une amitié, c'est-à-dire qu'ils vivent ensemble, genre ils font les tâches domestiques et tout de la colocation, ils ont des galères ensemble, il va y avoir plein de galères, mais c'est vraiment, en fait, c'est filmé presque comme une relation de couple, sauf que c'est deux amis, deux giga amis. Ah, trop bien. Et vraiment, le film est génial, genre c'est hyper émouvant, rien que d'en parler là, je suis hyper ému, et très 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 bon film de 2019, je crois. Ok. Ouais. Putain, je pense que je vais me le mater direct. Ah ouais, tu vas adorer. Et encore une fois, avec moi, du coup, t'as ce... Je kiffe parce que c'est un film d'histoire aussi, tu vois. Ouais, oui, du coup, t'as pas le côté film un peu romantique en 2024. Bah non, en fait, ça se passe, tu vois... pas romantique, du coup, mais film sur les émotions. Et en plus, qui se passe... je sais même pas quand c'est, peut-être 17ème, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais un truc comme ça. Et l'image magnifique, pareil, il y a ce côté un peu désolation, un peu les forêts, le truc, la brume aussi, du coup ça me parle beaucoup. Très wabi-sabi comme film. On l'a vu avec Lola en plus d'ailleurs. Ok. Connexion. C'est elle qui t'a fait parler du film, hein, ou vous deux vous connaissiez? Non, même pas. J'ai dit ouais, ça a l'air cool et je le proposais. Ok. Et du coup, ouais, on est allé voir ça. Et toi, tu penses que t'as des amitiés comme ça, genre ultra fortes, comme dans First Cow, tu penses, dans ta life? Ouais, je pense que... Bah en plus, justement, peut-être ça nous permet de faire la boucle avec le début. C'est que la rupture, ça te permet de rééquilibrer tes amitiés. En tout cas, moi. Et là où, quand t'es en couple, peut-être tu vas beaucoup mettre en avant, tu vas beaucoup investir émotionnellement dans ton couple. Bon là, avec mon ex, on est toujours hyper amis, on l'a vu hier, du coup. Et du coup, on s'était toujours dit quand même qu'il faut garder un équilibre amour-amitié avec tes potes. Il faut pas que ça devienne que s'enfermer que dans la relation intime et oublier les autres, quoi. Mais malgré tout, le fait qu'on se soit séparés, ça a quand même, ça m'a permis de encore plus explorer mes amitiés. Et du coup, ouais, je pense que j'ai beaucoup d'amitiés, moi, où c'est très fort. Ça me permet de me driver, genre mes amitiés me drivent beaucoup, et comme c'est beaucoup d'amitiés aussi il y a des collabs aussi, tu vois. Beaucoup de collabs. J'ai l'impression que toi aussi, j'ai l'impression que tous tes amis, tu fais des collabs et tout. Il y a vraiment un gros truc créatif dans les relations amicales qui t'entretient, quoi. Bah, je pense que mes rencontres amicales, c'est des rencontres créatives aussi. Donc, où je découvre quelqu'un qui a les mêmes références que moi, enfin pas forcément, ou quelques-unes, où on travaille de la même manière, ou quelqu'un qui travaille quelque chose que je connais pas, et on échange, etc. Et du coup, ouais, je pense qu'aussi ce côté passion permet beaucoup des amitiés comme celle dont tu parles. Le côté passion permet d'avoir des amitiés hyper fortes, qui sont basées sur quelque chose, un socle hyper sain, quoi, en fait. Ouais, pour moi, il y a beaucoup un truc, justement, encore plus sur les amitiés qui sont ultra fortes, où, tu sais, je peux parler d'amour. Pour moi, il y a beaucoup un truc des moments difficiles passés ensemble, enfin des moments passés ensemble, en fait, c'est un peu de tout ce que t'as forgé avec la personne, quoi. Mais je crois qu'avec Lalo, dont je te parlais, je crois que c'est depuis que j'ai eu ma dernière rupture amoureuse, et que en fait je logeais chez lui à ce moment-là quand il y a eu la rupture. Et du coup vraiment il m'a vu vraiment au pire moment possible, quoi. Et depuis ce moment-là où en fait lui et sa copine, ils ont été absolument adorables avec moi à ce moment-là, ils m'ont énormément aidé. Je crois en fait depuis ce moment-là j'ai vraiment un truc beaucoup plus fort, quoi, avec cette personne-là, quoi. Et je pense que c'est un peu ce truc-là de trucs forgés ensemble, quoi, qui fait que la relation est plus forte. Et tu vois, ça rapproche en plus à ce que tu disais avec First Cow, où genre j'imagine ils ont des merdes pas possibles, et en fait il est passé ensemble, et du coup ça forge un truc encore plus sain, quoi. Encore plus, pas forcément sain, mais encore plus beau. Ouais, plus beau, plus fort. Toujours plus haut. Ouais, plus haut, toujours plus fort. Ok, et il est quelle heure? Est-ce que... il est 23, mec. La boucle est bouclée, hein. Ouais, franchement, on est revenu sur le thème de base. Bien joué. Je suis content. Très bon podcast, hein, ça a l'air hyper intéressant. Ouais, mais j'aurais bien aimé le continuer plus, tu vois. Bah, épisode 2. Épisode 2, j'avoue. Épisode 2, hein. Épisode 2.
En fait, en y pensant, moi, je me suis dit, mais j'ai un truc hyper intéressant à raconter, mais c'est trop long. Ouais. C'est C'est qu'elle a plus le temps. ma rupture amicale avec mon meilleur pote. Ah oui, putain, ouais, en plus Alors on en ça, parlait et ça, tout. c'est un sujet de podcast entier, quoi. Bah, éventuellement, la prochaine fois, Ouais. on fait sur ce sujet. Du coup, ce serait quoi le thème, tu penses si tu devais le encapsuler dans un thème? Peut-être amitié. Amitié, Pour moi, c'est vraiment- les amitiés perdues. Amitié perdue, rupture amicale. C'est un truc, souvent, les gens y pensent pas. Mhm. Mais quand je discute avec des personnes, souvent, t'as toujours cette histoire de ah oui, mais j'avais ce pote, on était trop potes et on se voit plus. Il y a quelque chose qui était perdu, tu vois. Et c'est un truc, je pense, vraiment à rupture amicale, à déconstruire et à analyser vraiment Ouais. dans la société, en fait. C'est hyper important. En plus, je trouve que c'est... aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les trucs comme ça, c'est encore plus rare, j'ai l'impression. Les ruptures amicales, quoi. Mm. Et pourtant, je trouve que c'est... Enfin, en tout cas, moi, la façon dont je vois la chose, c'est qu'aujourd'hui, des gens avec qui j'ai une rupture amicale, des fois, c'est genre ultra sain, genre. Mais du coup, on en parlera. Je pense qu'on en parlera la prochaine On parlera fois. plus tard, ouais. Je trouvais que Chaud Itam, il est vachement intéressant, en Mm. plus. Bah, merci beaucoup de m'avoir invité pour ce Écoute, podcast. Merci beaucoup de m'avoir invité Chez toi. chez moi. En plus, c'est peut-être un Physiquement. concept que je vais garder, hein, Ouais. d'aller chez la Ah, personne j'avoue, pour ça les peut être podcasts. stylé, ouais. Ouais, je trouve ça... En plus, ça fait un peu la comfort zone et tout. Ouais. Donc, ouais, merci beaucoup pour le podcast. C'est trop bien. C'était très cool. Mm. La prochaine fois. J'ai hâte d'écouter ça. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici le podcast des Clochards Célestes. N'oubliez pas de me faire des petits commentaires sur ce que vous en pensez. Chacun de vos retours sont réellement importants pour moi. J'ajuste vraiment le podcast en fonction des retours que j'ai. Et là, par exemple, vous avez déjà sûrement pu voir la différence en termes de musique, où j'ai essayé d'un petit peu mieux doser pour qu'il y en ait un peu moins en fond. Je sais pas si c'est mieux, mais en tout cas, je sais que ça a été l'un des retours principaux qu'il y a eu dans le premier podcast. C'est qu'à la fois, les gens ont beaucoup aimé la musique en fond, mais les gens habitués au podcast, c'était un peu trop présent et ça les détachait un peu trop de ce qu'on disait. Et donc là, j'essaie de trouver un juste milieu, mais voilà, je suis très curieux de savoir si je l'ai trouvé ou si c'est toujours un petit peu trop présent. Eh bien, merci beaucoup et à une prochaine. En gros, l'idée, c'est on peut dériver sur des hors-sujets et tout. Genre, tu seras pas obligé de rester on track. Ok, parfait. On parle comme d'habitude. Ah, faut pas me dire ça, parce que moi, les digressions, ça me connaît. Hein. C'est souvent dans les digressions qu'il y a les trucs les plus intéressants. Des fois, ouais. Surtout les profs. Quand tu parles avec les profs, tu sais, ils te font des cours. Et après, en fait, le plus intéressant, c'est vraiment quand ils sortent des tracks. Ah oui, du ouais, cours. j'avoue. C'est toujours ça. Et après, ils sont en mode... ouais, non, mais c'est pas le sujet. Putain. Enculé, c'était trop intéressant. On peut parler quand même de choses et au pire, en fait, on les enlève au montage. Quoi. J'ai le droit de censurer tout le podcast entier. Ouais, tu me dis, Je peux le tout podcast, au remplacer final, par, je suis pas à l'aise. Je peux On tout remplace remplacer par ouais, trop génial, Mickaël. Hyper stylé. Peut-être c'est par un autre voice actor, genre un voice actor qui lit un texte. Oh putain.